Alors, bon après-midi à chacun et à chacune. Alors, la Commission reprend ses travaux cet après-midi. Nous entendrons l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité, Monsieur Sébastien Lévesque et également Libre Penseur athée. J'invite donc maintenant les représentants de l'Association québécoise des Nord-Africains, pour la laïcité, à nous présenter le fruit de leur réflexion. Alors, bonjour messieurs. Bienvenue. Vous avez en fait 10 minutes pour nous présenter votre mémoire, après quoi s'ensuivent des échanges avec les parlementaires. Ça vous va? Madame la Présidente, Messieurs les députés, Mesdames les députés, bonsoir. Bon, je me présente, je suis Aki Ourja, cofondateur de l'association ACNAL. Je suis accompagné de Kaïdi Ali. Normalement, c'était prévu qu'il y aura un troisième intervenant, c'était Madame Chalal. Malheureusement, avec les pressions que subissent notre communauté, avec les témoignages, donc il a dû ne pas se déplacer ici à la commission parlementaire. Donc c'est pour ça que nous profitons de cette occasion pour dénoncer la campagne de dénigrement, d'intimidation que subissent les femmes laïques issues de notre communauté à travers les réseaux sociaux de la part de ces islamistes qui se disent pour la liberté d'expression, pour la liberté religieuse. Aussi, nous profitons aussi de l'occasion pour dénoncer aussi la violence que subissent la communauté mouzabite en Algérie par l'instrumentalisation de la religion. Donc, je vais commencer mon mémoire. Donc, notre mémoire couvre, premier point, la montée des intégrismes. Deuxième point, notre conception de la laïcité. Troisième point, la position d'ACNAL au sujet des atouts marquant pour la mise en œuvre d'une laïcité intégrale. Nous terminerons par la nécessité de rassembler les Québécois plutôt que de les diviser. Donc, le premier point, la création de l'association ACNAL a été créée en 2013. Ce qui nous a animés, c'était notre volonté de donner une voix aux Québécois et aux Québécoises originaires des pays du Nord-Africain et aussi du Moyen-Orient, qui ne se reconnaissent pas dans le discours tenu par plusieurs associations à caractère religieux, écoles, centres islamiques, centres de rapprochement culturel, etc., qui revendiquent une appartenance idéologique sous couvert de l'islam et comme source première de leur identité. Nous nous inscrivons dans un discours différent de celui de l'islam politique en ancrant notre démarche aux valeurs qui sont les nôtres et que nous ne pouvons partager avec notre société d'accueil. Parmi nos objectifs, la participation avec les autres Québécois à la consolidation des acquis de la Révolution tranquille, en conformité avec le siècle des Lumières et un axe de travail que nous montons en exergue les valeurs de modernité, à savoir l'égalité entre les femmes et les hommes, la primauté du français, la séparation entre l'État et l'Église, ont été pour nous et pour les grands ponts des immigrants en provenance de l'Afrique du Nord, les balises qui nous ont guidés pour le choix du Québec comme seconde patrie. Avec le dépôt du projet de la loi sur la laïcité, le gouvernement du Québec a franchi un autre grand pas dans la définition des valeurs d'inclusion en tant que fondement de projet de société dont veut se doter la belle province. Elle est à l'évidence inclusive. Il ne laisse aucune place à la fausseté archaïque et rétrograde qui émerge au sein de la société et qui la divise, allant jusqu'à remettre en cause les acquis de la Révolution tranquille et les premiers fondements de l'État moderne. En apportant son soutien au projet de loi 60, ACNAL tient à inscrire sa participation dans le processus historique du Québec moderne et pour cause, ce projet de loi consolide les valeurs qui nous ont attirés au Québec et que nous sommes fiers de partager avec les Québécois.
Convaincu de la nécessité d'une charte de la laïcité, ACNAL considère que cela permettra de matérialiser les conditions nécessaires et suffisantes à l'adresse des nouveaux arrivants et lèveront les multiples confusions et ambiguïtés qui sont pour certains du leur et pour d'autres d'origine de frustration incommensurable. Par ailleurs, cela permettra la définition de règles claires et baliseront les demandes d'accommodement religieux et fermeront la porte aux échappatoires par lesquels s'insinuent tous les intégrismes. C'est d'ailleurs la mobilisation de ces intégrismes qui est à la source de la virulente campagne de désinformation qui sévit non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans plusieurs médias canadiens et québécois. Notons également le rôle dommageable d'une certaine gauche qui se qualifie de souverainiste et qui, pour des raisons hautement électoralistes, montre par ses actions et ses déclarations favorables au multiculturalisme son infiltration par des activistes islamistes. C'est aussi, et soi-disant au nom de la liberté de conscience, que de fausses pratiques religieuses personnelles qu'elle contribue au climat de division que vit la société québécoise depuis la diffusion du projet de loi. Pour nous, qui venons des pays où les intégrités morales et physiques sont mises à mal, non seulement par les dictatures, qu'ils soient leur appellation, mais aussi par les intégrismes, nous étions convaincus qu'au Québec, nous nous réconcilierons avec la sérénité, l'enthousiasme productif, l'ardeur et la tranquillité verbale, les échanges argumentés, le débat d'idées beaucoup plus que la violence verbale observée depuis le mois de septembre 2013. En fait, c'est l'ensemble de la communauté maghrébine qui souffre de profilage ethnico-religieux comme conséquence de la surenchère d'accommodements religieux formulée par une minorité de partisans de l'islam politique. Dans le fait, cela se concrétise par le refus des employeurs de recruter des candidats issus de notre communauté, par crainte de demandes ou d'autres demandes d'accommodement religieux qui pourraient s'en suivre. Enfin, la laïcité reste le seul moyen pour prévenir des conflits que peuvent engendrer les visions extrémistes qui violentent des religions. La laïcité est une garantie, un engagement et un protocole qui régiront le bien vivre ensemble pour tous les citoyens du Québec. Peu importe leur religion ou leur origine, c'est la seule assurance qui préservera et consolidera la gestion efficace de la diversité culturelle. Seule une laïcité authentique peut être inclusive. Pour une laïcité authentique et inclusive, ainsi que pour l'inclusion et l'intégration harmonieuse des nouveaux arrivants, plusieurs de nos compatriotes s'opposent aux accommodements religieux déraisonnables qui sont en fait une ouverture à la discrimination. Ces demandes d'accommodement déraisonnables sont la source d'un clivage entre les immigrants d'un côté et la société d'accueil de l'autre côté. Plusieurs mouvements islamistes, malheureusement, trouvent refuge dans les pays occidentaux, parmi lesquels le Canada est qualifié de facile. Il est de même pour le Québec. Ces pays offrent des ouvertures, des échappatoires démocratiques qui leur permettra de s'enraciner et de se développer dans la société d'accueil. Cette utilisation des leviers démocratiques facilite plutôt l'incursion des militants de l'islam politique qui ont pour mandat de recruter des jeunes dans notre communauté, en usant d'un discours de haine envers tout ce qui ne partage pas leurs idées apocalyptiques. Elle exploite les frustrations socio-économiques et le ressentiment par rapport aux discriminations et au non-emploi, surtout le chômage qui augmente dans notre communauté. Qualifiés par les spécialistes d'endémiques qui touchent des candidats ayant le fort potentiel, les moyens d'intégration culturelle et d'insertion socio-professionnelle
mises en place sont reconnues par ces mêmes spécialistes d'inappropriées. En tout état de cause, ont montré leurs limites. Les chercheurs d'emploi concernés deviennent comme du combustible de haute qualité pour nourrir tout le délire religieux que s'empressent d'entretenir les réseaux intégristes. Je vous invite à conclure, monsieur. Il vous reste 20 secondes. Je laisse la conclusion à mon... Donc, la laïcité ouverte, donc je m'attaque à la conclusion qu'on sort, la laïcité ouverte et le multiculturalisme sont deux idéologies qui ont le même objectif, celui de contraindre les immigrants à s'intégrer dans leur communauté d'origine selon des critères idéologiques d'enfermement et de regroupement. Soumis à un groupe d'individus radicaux, souvent il est fait usage de slogans qui séparent de la société d'accueil, au lieu de chercher à une intégration autour de ce qu'ils partagent avec elle. ACNAL croit à l'intégration citoyenne, une intégration qui se fait par la mise en valeur de ce qui est universel en chaque individu, indépendamment de sa communauté, et non pas par ce qui constitue sa particularité communautaire. La laïcité nous permet de mettre de l'avant ce qui nous rassemble et non ce qui nous divise, à savoir la neutralité de l'État et de ses institutions, l'égalité entre les hommes et les femmes et la primauté de la citoyenneté sur l'appartenance religieuse et la fin de tous les privilèges liés à cette dernière. Et merci. Merci à vous deux, messieurs. Alors, le temps a été dépassé, mais avec la générosité des parlementaires, on vous a permis de poursuivre. Alors, monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, messieurs, pour votre mémoire et votre présentation. Écoutez, j'ai lu attentivement votre présentation, là. D'abord, vous avez parlé d'intimidation au départ. Vous avez dit que l'une des personnes qui devait venir, Mme Noura Aït Chalal, n'a pas pu venir à cause des pressions que subit votre communauté. La communauté, vous parlez des Québécois d'origine algérienne ou la communauté d'origine nord-africaine de façon générale? Cette campagne de pression, il est subi par les femmes, par notre communauté nord-africaine, en particulier par la communauté algérienne, surtout par les islamistes, etc. Donc il y avait déjà des antécédents. Il y avait des femmes qui se sont déplacées ici à la commission parlementaire. Ils ont reçu des intimidations à travers les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que certaines adhérentes ont refusé de participer au débat, de venir témoigner ici. Quand vous parlez d'intimidation, est-ce que vous pouvez préciser de quoi il s'agit? Pour les gens qui nous écoutent, c'est pas nécessairement... c'est difficile à concevoir, je pense, que parce qu'on est venu s'exprimer dans une commission parlementaire, on va subir par la suite de telles intimidations que ça peut décourager quelqu'un de venir témoigner, comme c'est le cas cet après-midi. De quoi parle-t-on exactement? En général, les intimidations, c'est à travers les réseaux sociaux. Et comme les femmes qui ont témoigné ici, ce pas des femmes qui faisaient de la politique, donc ils n'ont pas cette, en quelque sorte, résistance au regard des ordres, ou aussi d'intimidation verbale et des messages au niveau des réseaux sociaux. Ils n'ont pas cette habitude-là. Donc ça a créé une atmosphère qui a fait qu'on n'a pas pu trouver dans notre association une femme qui a, entre parenthèses, qui veut venir témoigner ici. Donc, on a trouvé des difficultés. Dans votre mémoire, à la page 7, vous dites, et je vous cite, « Alors que les femmes qui se disent victimes de la charte de la laïcité font très régulièrement les manchettes, il ne faut pas oublier qu'il y a des centaines de femmes et de filles qui vivent dans l'oppression de l'idéologie islamiste et dans un silence total. » C'est ce qui explique l'ignorance et l'aveuglement de beaucoup de Québécois devant la pression communautaire que subissent ces femmes, et cela dans l'impunité totale. Comment savez-vous qu'il y a des centaines de femmes et de filles qui vivent dans l'oppression des islamistes, et ça dans un silence total? Sur quoi vous vous appuyez pour dire ça? Tout d'abord,
par rapport à cette pression que subissent les femmes. Donc, s'il s'agit par exemple d'une femme voilée, c'est la presse qui en parle. D'ailleurs, il suffit qu'il y avait, dernièrement, il y avait des femmes qui ont subi une certaine pression, la presse a parlé. Mais dès qu'il s'agit des femmes par exemple de notre communauté, il y a des pressions qui se font à travers les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est des pressions. Est-ce que vous pouvez préciser de quel type de pression il s'agit? Il y a des messages à travers, par exemple, à travers Facebook. Il y a Quels sont les mots qui sont utilisés? C'est quoi les mots? Le traître, vous êtes traître de votre communauté. L'apostasie, vous n'êtes plus musulmane, vous contribuez, vous êtes proche des mécréants que des musulmans, vous trahissez la communauté musulmane. Donc, c'est ce genre de... Est-ce que ces pressions-là sont exercées par des personnes qui vivent au Québec? C'est des personnes qui vivent au Québec qui font ces pressions-là, qui font cette intimidation? Il me semble que c'est des gens qui sont d'ici de Québec. Même on entend des commentaires, par exemple, les cafés des immigrants, on entend des commentaires contre ces femmes-là qui sont venues témoigner ici. Donc c'est une ambiance qui existe, cette ambiance-là. Donc ce qu'on trouve dans l'ambiance, dans des cafés, etc., on la trouve aussi, c'est de la même ambiance, on la trouve dans les réseaux sociaux. Et est-ce qu'il y a des craintes par moment que la famille de ces personnes, la famille qui est restée en Algérie, puisse éventuellement subir les répercussions des témoignages? Oui, il y a des craintes dans ce sens, parce qu'il ne faut pas oublier, surtout par rapport aux femmes qui viennent d'Algérie, donc lorsqu'il y a pression, et aussi avec une connotation idéologique islamiste, ça fait peur. Donc, ça fait vraiment peur, surtout pour des gens qui sont loin de nous. Ils ne savent pas vraiment les conditions de paix qui existent ici. Il y a vraiment de la paix, mais il ne faut pas oublier que les gens qui vivent de l'autre côté, ils savent ce que c'est que les islamistes ont fait dans ces pays-là. Donc, la menace, elle n'est pas comme ça gratuite. Donc, c'est une atmosphère qui peut dégénérer sur autre chose, ou bien créer un climat aussi, un climat de peur seulement, et laisser les gens ne pas s'exprimer. Si le but, si possible, le but, il est à ce stade-là. Un exemple, après l'intimidation de certaines femmes, on a organisé une conférence presse, c'est-à-dire il y a une association de femmes nord-africaines laïques qui ont organisé une conférence de presse pour dénoncer ces agissements et ce comportement de la part des islamistes et de ces gens-là, mais on n'a pas trouvé la presse québécoise. Il y avait presque aucun organe de presse. Alors ça encourage. Ensuite, il y a un discours, ensuite même le discours qui est tenu par certains intellectuels. C'est comme si, par exemple, c'est pas normal de trouver une femme maghrébine qui est issue de notre communauté laïque. C'est comme si c'est une aberration. Donc, quand on veut, par exemple, on veut parler d'une femme musulmane, on présente toujours la femme voilée, la femme avec un tchador. Donc, le fait de voir une femme sans voile qui défend les valeurs universelles, qui défend la laïcité, pour la majorité des Québécois, c'est quelque chose c'est quelque chose d'anormal. J'ajoute par rapport à ça, nous, en tant qu'immigrants, ce qu'on ressent, c'est que pour être audible et visible, il faut véhiculer un discours idéologique islamiste. Sinon, la communauté d'accueil, en général, ne va pas nous voir. Nous ne sommes pas audibles parce qu'il faut vraiment véhiculer un discours radicalement différent de celui de la société d'accueil pour qu'on soit audible. C'est ça ce que le ressentiment général des gens qui partagent notre discours avec cette association. Je veux parler un peu de... Bon, alors, vous donnez un appui à la laïcité telle qu'elle s'incarne dans le projet de loi 60, y compris en matière d'interdiction de porter des signes religieux lorsqu'on est au service de l'État.
Assez souvent, je donne l'exemple en commission de cette dame qui est venue témoigner en commission et donc qui a dit qu'elle-même musulmane, hein, c'est une Québécoise musulmane, elle ne s'est pas sentie en confiance de répondre à une question sur son régime alimentaire, puis en particulier sur sa consommation occasionnelle d'alcool, en présence d'une stagiaire qui portait un voile, parce qu'elle se sentait jugée, elle se sentait très mal à l'aise. Et donc, elle n'a pas répondu à la question. Alors, hier, j'ai soumis ce cas-là à un des témoins et l'opposition officielle, puis je respecte tout à fait leur position, mais je veux vous entendre sur l'argument qui a été soumis. Il y a donc une représentante de l'opposition officielle qui a dit que cette personne, cette musulmane, donc québécoise, qui s'était sentie mal à l'aise de voir une stagiaire voilée, qui s'était sentie condamnée dans ses choix personnels, faisait de la discrimination à l'égard de la personne qui portait le voile. Donc, la personne qui s'est sentie mal à l'aise, donc qui a témoigné ici, faisait de la discrimination lorsqu'elle affirmait que de voir une stagiaire voilée minait la confiance, dans le fond, qu'elle avait en cette femme-là. Et j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Il me semble qu'il faut distinguer entre le fait tel qu'il s'est passé. Elle s'est maintenue de ne pas exprimer qu'elle a certaines habitudes alimentaires qui sont interdites par la religion. Ça, c'est un fait. Le fait de venir ici témoigner, c'est un autre fait. Donc, c'est possible qu'on peut dire ici qu'elle a stigmatisé, mais pendant qu'elle s'est maintenue de s'exprimer librement, c'était elle la victime, c'était pas celle qui portait le voile. Donc le discours, il peut être interprété dans ce sens, elle a discriminé, donc, mais pendant ce fait-là, elle était en quelque sorte dans la position de victime. C'est pas celle qui portait le voile. Celle qui portait le voile, c'est possible, elle l'a porté innocemment, mais le voile en tant que signe religieux, ça émet des messages, et ces messages-là, c'est un message d'interdiction. C'est des messages d'interdiction de certains comportements. Donc, qu'on le veuille ou non, il émet des messages dans ce sens-là. Je pense que la question, c'est qui fait de la discrimination? À l'intérieur de notre communauté musulmane, il y a à l'intérieur une discrimination. C'est l'islam politique qui fait de la discrimination. C'est l'islam politique qui accuse. C'est l'islam politique qui fait ça, qui fait ces choses-là. Ce n'est pas nous. Moi, je défends la liberté individuelle, je défends la liberté religieuse. Je ne peux pas faire de la discrimination. C'est pas une femme laïque qui va faire de la discrimination. Mais à l'intérieur de notre communauté, il y a une discrimination. C'est vrai que, malheureusement, le multiculturalisme, il défend une liberté communautaire. Il construit un discours. Par exemple, si à chaque fois on veut parler de notre communauté, on parle des femmes voilées, on parle du tchador, on dit même que les femmes qui portent le tchador, ils sont les bienvenus dans le Parlement québécois. Donc ce discours-là encourage le discours islamiste. Donc c'est un argument. C'est ça qui les pousse vers à exercer une passion. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont dire de se sentir mal à l'aise face à quelqu'un qui porte un signe religieux, donc un serviteur de l'État ou une professionnelle de la santé, peu importe, c'est pas une raison suffisante pour interdire le port des signes religieux. Ce n'est qu'un inconfort, ce n'est qu'un malaise, et donc, à la limite, vivez avec votre malaise, mais votre malaise, comme citoyenne ou comme usagère, ne justifie pas qu'on interdise le port des signes religieux pour les agents de l'État, pour les représentants d'État. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là? Qu'est-ce que je réponds? On peut dire ça lorsqu'on est devant une pièce de théâtre ou bien on écoute un film. Là, c'est possible. Mais devant une réalité, cette femme-là, elle s'est maintenue d'exprimer un certain comportement alimentaire au détriment de sa santé. Donc, il faut regarder l'exemple de ce sens-là. Ça veut dire, des fois, on arrive même à faire des choses contre notre propre santé. Donc, il me semble qu'on n'est pas devant un film d'horreur ou bien une pièce de théâtre qui
qui nous rend mal à l'aise et on sort du film, on oublie ça. C'est quelque chose qui engage notre vie. Je peux donner un exemple par rapport à ça. Des fois, ce n'est pas uniquement c'est pas des femmes qui sont mal à l'aise, des fois même nous. Quand je me retrouve devant, quand j'achète, je me déplace à Maxi, même à Super C, quand j'achète une caisse de bière ou une bouteille de vin, le fait de voir une femme voilée ou quelqu'un de barbu issu de ma communauté me déstabilise. Parce que cette chose ou cette conception, il n'est pas comprise par les Québécois. Mais dans notre communauté, quand par exemple, si demain par exemple, je vais obliger ma fille à porter le voile, et il va trouver devant elle une femme voilée qui va l'enseigner, que sera sa position? Est-ce que ma fille peut, par exemple, dire à son enseignante voilée qu'est-ce que tu dis de mon père qui veut m'obliger à porter le voile? Évidemment, ma fille va être perturbée. Il ne va pas raconter ça à son enseignante voilée. Donc, cette gêne existe. D'ailleurs, ça fait 2 ans, il y avait un café qui s'ouvre pendant le mois de Ramadan. Il est ouvert. Il sert de la nourriture. Ce café, il a subi une intimidation. À travers, il y avait quelqu'un qui est venu à ce monsieur lui dire qu'à l'intérieur de la mosquée, on parle sur ton café. Comme quoi, il a entendu comme quoi ils veulent incendier le café. Donc c'est tout à fait normal que les Québécois ne comprennent pas ce langage. Il faut être à l'intérieur de notre communauté pour vivre cette pression. Nous, on est proches, c'est comme s'il y a un tremblement de terre. Il y a les gens qui sont proches de l'épicentre. Il y a les gens qui sont loin de l'épicentre. Les plus touchés sont les gens qui sont plus de l'épicentre. Nous, en tant que musulmans, on est proche de l'épicentre de l'islam politique. Donc on est les plus touchés par rapport aux Québécois. C'est tout à fait normal. L'islam politique devant les Québécois, il va sourire, il va se présenter gentiment, il est libre, il défend la liberté, il défend même la laïcité. Mais envers nous, on est accusé d'apostasie. On légitime même la violence qui peut s'exercer contre nous. Et est-ce que vous êtes, c'est une question délicate, mais le sentiment que vous exprimez aujourd'hui, là, avez-vous le sentiment que c'est l'opinion d'une majorité de Québécois d'origine algérienne? Est-ce que cette pression-là, communautaire, cette pression religieuse, est-ce que vous êtes nombreux à la ressentir ou est-ce que vous êtes seulement une petite minorité éclairée qui prend la parole aujourd'hui, mais pour la majorité de la communauté, ça se vit plutôt bien? Je ne sais pas. Exactement. On est la majorité, on a une majorité silencieuse. Si on se pose la question, pourquoi on est venu au Québec? Pourquoi on est venu au Québec? Qu'est-ce qu'on a trouvé au Québec? On a trouvé au Québec une société avec des valeurs universelles, avec une laïcité, avec une révolution tranquille. Donc, quand on est venu, on sait très bien, on est conscient de ce choix. Maintenant, avec notre arrivée, on trouve une autre réalité. On trouve une réalité qui est vraiment décevante, c'est le multiculturalisme, qui préfère nourrir l'esprit communautaire que les autres valeurs. Donc c'est pour ça, par exemple, cette majorité n'arrive pas à s'exprimer. Mais parce que vous avez le sentiment que la doctrine officielle privilégie l'appartenance communautaire plutôt que l'appartenance citoyenne, c'est ça? Oui, exactement. Je vais enchaîner sur cela. On a senti que les institutions privilègent le communautarisme à travers une politique de multiculturalisme qui est bienveillante, le fait de respecter les particularités, d'accord. Mais cette politique-là, comment elle s'interprète, elle se concrétise sur le terrain, c'est qu'elle pousse les gens
à se replier sur leur identité. Et cette identité-là, elle n'est pas culturelle seulement, parce que lorsqu'on dit identité culturelle, elle est vaste, elle est devenue une identité religieuse. Parce que culturellement, pratiquement, on n'est pas différent. On est différent sur l'alimentation, sur des choses de ce sens-là. Mais comme cette communauté-là, elle est noyautée par un discours théologico-religieux, politico-religieux, il accentue ce qui est vraiment différent en nous, c'est la religion. Donc il instrumentalise pour mettre en valeur cette appartenance religieuse et faire de cette appartenance religieuse le seul élément identitaire de notre communauté. Et ce qui est grave, parce que lorsqu'on s'enferme dans une appartenance religieuse, c'est difficile de sortir de cette identité religieuse et en quelque sorte d'appartenir à deux entités religieuses en même temps. Il faut rester ou bien sortir. Par contre, culturellement, je peux partager beaucoup de choses. Je peux manger une alimentation typiquement maghrébine, nord-africaine, et je peux manger en même temps des aliments typiquement québécois. Mais par contre, je ne peux pas être musulman et chrétien en même temps, ou bien le juif en même temps. Je ne peux pas l'être. Mais le fait d'accentuer avec le multiculturalisme et de rendre la culture se définir seulement en appartenance religieuse, c'est ça le danger. Et ce danger-là, il est bienvenu pour une idéologie islamiste telle qu'elle est ici au Québec. Est-ce que je peux donner un exemple? La dernière fois, quand le Parti libéral a expulsé Mme Houda Pupin, en même temps, dans notre communauté, il y a un débat. Alors, on a entendu que le Parti libéral il préfère avoir dans ses rangs une députée qui porte le tchador que d'avoir Houda Pupin. Cette chose-là, cette vision, cette conception a fait que dans notre communauté, même si tu es laïque, même si tu es moderne, même si tu vas te reconnaître dans ce cheminement de la Révolution tranquille, tu n'es pas reconnu, tu es invisible. Donc les femmes qui ne portent pas le voile, qui ne portent pas le tchador, qui ne portent pas la burqa, les Québécois ne les voient pas. Ils voient à travers le discours multiculturaliste, ils voient le musulman, le vrai musulman, c'est le musulman islamiste. Donc, vis-à-vis des Québécois, le seul discours ou la seule vérité, c'est l'islam politique. Donc, c'est ça Il me reste, je pense, très peu de temps. Est-ce que je peux vous demander, pourquoi vous avez décidé de venir témoigner si vous vous exposez à ces pressions, justement, de la mouvance islamiste? Pourquoi vous prenez ce risque-là? Pourquoi on est venu? C'est pas vraiment du courage, parce qu'on est, en quelque sorte, on a vécu dans une ambiance violente. Lorsque je dis violente, ça veut dire c'est sanglante. Donc, ce qui se passe ici, c'est pas aussi violent. Il y a de la pression, on la ressent, mais c'est pas, pour l'instant, elle n'est pas violente. Donc, la menace, elle est verbale, la menace, elle est un contrôle social, la menace, elle est, je ne sais pas, dans les réseaux sociaux, mais pratiquement, on est... Moi, je vais vous arrêter. Le temps est écoulé pour la partie ministérielle. Je dois aller à l'instant du côté du parti de l'opposition officielle. Je reconnais le député de Lafontaine pour un temps de 18 minutes et 10 secondes, mais disons 18 minutes. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris le temps de rédiger le mémoire et de venir nous en faire la présentation. Vous avez parlé un peu plus tôt et vous avez donné l'exemple de votre collègue pour démontrer qu'il y a des fois dans notre société, malheureusement, de l'intimidation. Et évidemment, il faut le dénoncer. Et au Québec, au Canada, partout, dans tout milieu, il faut dénoncer l'intimidation. Je dirais en tout milieu et sous toutes ses formes. Je reviendrai dans quelques secondes sur toutes ces formes. En tout milieu, évidemment, dans le débat du projet de loi 60 et également dans nos écoles. Il faut accepter la diversité. Nous ne sommes pas tous pareils. Diversité également qui peut être religieuse, mais également dans toutes ces formes d'intimidation qui, des fois, peut naître de la démagogie. Lorsque quelqu'un prend un argument
et essaient de faire mal paraître ou qui essaient de résumer à outrance la pensée, l'approche d'un participant au débat, pour moi, ça, c'est faire preuve d'intimidation. Et vous avez raison, il faut le dénoncer, il faut faire attention. Et ce n'est pas en se lançant des épithètes par la tête qu'on va aider, je pense que vous êtes d'accord avec moi, à lutter contre l'intimidation. Alors, une fois que cette mise au point-là est faite, j'aimerais vous entendre maintenant. Vous avez dit un peu plus tôt que vous aviez organisé une conférence de presse, et je ne sais pas si je l'ai bien compris, mais vous aviez dénoncé le fait qu'il manquait certains journalistes, selon vous. Pouvez-vous préciser, parce que vous êtes passé très rapidement là-dessus, et je pense que ça participe de votre ardeur aujourd'hui à vouloir vous exprimer. Il y avait pas de journaliste. Je ne sais pas exactement quel est. Il y avait une journaliste qui était présente, mais c'est le journal Métro qui était présent dans la conférence, mais la conférence a passé inaperçue. Ce passage inaperçu de cette conférence a encouragé les protagonistes de la violence, de l'intimidation. Et en quoi? Comment vous liez les deux? Comment? Comment liez-vous les deux? En quoi l'absence de journalistes a aidé la violence? Quand on est, par exemple, quand on sent que la presse n'est pas présente, ça encourage, ça nourrit le discours de ces protagonistes de la violence. D'ailleurs, même quand on dit, par exemple, quand on dénonce le multiculturalisme, quand on dénonce la vision culturaliste, c'est la même chose. Quand, par exemple, on présente deux discours, on dit que d'un côté on lutte pour la démocratie, d'un côté on lutte pour la liberté de religion, et de l'autre côté on nourrit pas un discours qui va encourager cette liberté religieuse, cette liberté individuelle. C'est ça qui fait du tort dans notre société. J'ai eu Monsieur Ourdja, j'ai eu l'occasion de vous croiser sur le plateau de télévision jeudi soir ou mercredi soir dernier. Il y avait un débat à la télévision et vous étiez parmi 10 panélistes et parmi vous, il y avait Madame Cathy Mala, orthopédiste, chef de département dans le réseau de la santé, qui porte le hijab. Elle a dit que moi, ça ne menace pas mon professionnalisme et ma neutralité et je ne voudrais pas l'enlever parce que ça fait partie de mon identité. Il y avait également une autre femme qui était psychoéducatrice et qui travaille dans les écoles de Montréal. Elle portait le hijab également et elle a dit, moi, ça ne représente pas une menace à mon professionnalisme, à ma neutralité et je ne veux pas l'enlever parce que ça participe de mon identité, de mes croyances. Quand vous dites dans votre mémoire à la page 7, le voile n'est pas un bout de tissu sans signification comme le prétendent certains. Au contraire, le foulard fait partie du projet de société de l'islam politique, plus précisément des frères musulmans, et soutenu par les pétrodollars. J'aimerais vous entendre là-dessus, parce que vous avez une expérience de vie. Est-ce que l'on peut, d'un côté, avec ces deux témoignages, et de l'autre côté, avec votre sentence quant à la signification du hijab, y aurait-il pas lieu d'avoir une place à la nuance? La place à la nuance entre les deux, pour nous et pour la majorité de ceux qui viennent du monde musulman, entre parenthèses, l'islam, particulièrement, il n'a pas de symbole, il n'a pas de signe. Et surtout le voile. Le voile, c'est pas un signe religieux, c'est un signe religieux, c'est un signe idéologique qui commence à s'imposer dans nos sociétés à partir des années 80, à partir de la révolution chiite en Iran, et aussi avec la montée des frères musulmans qui étaient en compétition avec les chiites, qui va voiler la société, qui va pénétrer la société avec son idéologie. Donc il y avait cette compétition-là qui a donné pratiquement pendant 30 ans, ça a banalisé le port du voile et est devenu par la suite l'islam politique. Il commence à devenir la religion authentique
de certains pays et aussi la perception des Occidentaux. Ils voient que l'islam politique, c'est la religion du musulman. Et par contre, dans l'islam et dans la religion musulmane, il n'y a pas ce signe comme étant une exigence religieuse. Il y a d'autres exigences. Je vais laisser mon ami. Moi, je vais répondre par rapport à la question. Est-ce que le voile, parce que je suis musulman, à ma connaissance de l'islam, dans l'islam, il y a 5 piliers. Dans les 5 piliers, il n'y a pas de voile. Si on va rentrer dans cette vision que chacun veut être identifié, revendique son identité religieuse, dans ce cas-là, on va demander à tous les musulmans du Québec, on va leur dire, donc, en cas où vous allez rentrer dans une entreprise ou vous allez travailler dans un emploi, vous devez revendiquer une salle de prière parce que c'est une exigence. La prière, la pratique de la prière, elle est plus exigeante que le voile. Le voile, d'ailleurs, il n'y a aucun texte dans notre religion, dans le Coran, il n'y a aucun texte qui parle de voile. On parle du voile, c'est vrai, il y a un texte qui dit qu'il faut rabattre le voile sur la poitrine. Maintenant, peut-être il y a des gens qui ont pris la poitrine pour la tête, ça c'est autre chose. Vous dites, parce que, évidemment, il faut mettre les perspectives et il faut voir l'impact du débat. Vous faites référence, évidemment, et là, je ne vais pas sur vos derniers commentaires sur la signification du hijab, mais vous parlez des frères musulmans, de l'importance de lutter contre l'intégrisme. Vous avez mentionné même que vous vous opposez aux accommodements qui seraient déraisonnables, ce qui fait partie du très, très large consensus. Mais j'aimerais vous entendre parce que à la page 3 de votre mémoire, vous dites « Ces valeurs, en parlant du projet de loi 60, permettront de construire un Québec moderne et inclusif, ne laissant pas de place aux valeurs archaïques et rétrogrades. » Et en quoi le fait d'être contre l'interdiction mur à mur de signes religieux serait de favoriser la continuation de valeurs dites archaïques et rétrogrades? C'est là où je ne vous suis pas. Là. Je vais essayer d'être prof de philosophie, donc je vais essayer de définir les concepts. Il y a deux concepts de liberté individuelle. Il y a la conception universelle de la liberté individuelle. Ça veut dire que c'est une reconnaissance de liberté, de la liberté de l'individu à l'intérieur de la communauté. Il y a la conception multiculturaliste de la liberté. Ce qui fait les multiculturalistes ou les culturalistes ne reconnaissent pas la liberté individuelle. Ils reconnaissent la liberté de la communauté. Donc, par exemple, prenons le cas de la communauté musulmane, ça veut dire pour les multiculturalistes, la communauté musulmane est libre d'imposer une vision sur la communauté, sur tous les individus. Donc, par exemple, moi, par exemple, je n'ai pas le droit de remettre en cause ou de remettre en cause certaines valeurs à l'intérieur de ma communauté musulmane, tout en sachant, Monsieur le Président, que toutes les religions ont subi des réformes, à part la religion musulmane qui n'a pas subi les Lumières. Donc, maintenant, actuellement, on est en train de subir ces conséquences. Ce qui fait, par exemple, au sein du multiculturalisme, ils voient plus la culture en tant que quantité que l'individu. J'espère que je vous ai répondu. Par rapport au voile, en quoi la question, en quoi, en quelque sorte, comment on a fait dans le mémoire, c'est que le voile est un symbole d'une idéologie qui est basée sur l'inégalité hommes et femmes. Si on prend cette idéologie-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'homme a des droits plus que la femme et il voit dans le corps de la femme comme étant une cause en quelque sorte qui va provoquer des choses
en l'homme qui vont le dévier de sa foi. Donc ce regard-là, il existe dans cette idéologie-là qui essaye de distinguer entre la femme et l'homme en ce qui concerne les droits. Et reconnaissez-vous un courant très substantiel de gens qui, à ce sujet-là, quant à la religion musulmane, ne partagent pas votre opinion, quant à votre conception univoque et sans équivoque, donc, de la signification du hijab? Reconnaissez-vous qu'il y a un courant très substantiel? Je reconnais qu'il y a un courant. Et qui n'est pas par ailleurs islamiste. Là, oui, un courant, d'ailleurs, il est le plus visible. C'est le Coran islamiste qui est le plus visible et c'est auquel vous êtes en train de lui ouvrir, en quelque sorte, les institutions de l'État afin qu'il s'installe avec son idéologie. Trois options, un choix. Première option, un courant islamiste, donc un courant également de radicaux religieux, qui n'y voit pas là un signe d'asservissement. Vous y voyez là, évidemment, à contre-pied, un signe qui est d'asservissement, mais également de gens, et c'est là la troisième option, puis je voulais vous entendre si vous reconnaissez que cette partie de la communauté-là existe, des gens qui ne sont pas des radicaux religieux, qui ne sont pas des extrémistes, et qui ne considèrent pas le hijab, le voile sur les cheveux, comme étant un signe d'asservissement de la femme. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a ce courant de gens non extrémistes? Est-ce que le voile, il est unique à l'islam? C'est la question. Le voile, il est dans le christianisme. Il y a un verset dans le christianisme qui parle du voile. Maintenant, dans l'islam, les seuls qui revendiquent ce voile, c'est l'islam politique. Soit qu'il s'agit des frères musulmans, de la secte des frères musulmans, soit les salafistes. Le courant moderniste à l'intérieur de l'islam, comme par exemple le grand islamologue Hakoun, comme le grand mufti du Paris qui parle Souhaib Ben Chir, ces gens-là disent que on doit dépasser certaines choses qu'il y a à l'intérieur de l'islam, et c'est pour ça nous revendiquons d'un islam québécois, et non d'un islam qui vient de l'Arabie Saoudite ou d'un islam qui vient du Qatar. Il y a un islam propre en France, il y a un islam propre au Québécois, un islam qui condamne la haine, qui met la femme et l'homme en égalité, un islam où il n'y a pas de pression, un islam tolérant. C'est dans cet islam que nous, les Québécois, origine de l'Afrique du Nord, nous reconnaissons. Par rapport à ça, je vais ajouter quelque chose. Le fait de distinguer, par exemple, entre le voile et le tchador, on dit que le tchador, il est banni, il ne faut pas qu'il entre dans les institutions, etc. Mais si on analyse bien la chose, la différence entre le voile et le tchador, il appartient à une religion officielle, donc à une secte vraiment religieuse. Donc, si on défend le droit, la liberté religieuse, c'est le tchador qui est défendable mieux que le voile. Donc, par exemple, votre position, ça a choqué un petit peu notre communauté, parce que comment se fait-il que le tchador, vous le bannissez, il appartient à une secte vraiment religieuse et officielle, donc les femmes qui le portent, il y a vraiment une exigence. Par contre, le voile, il n'y a aucune exigence religieuse, il y a seulement des tendances politiques qui l'imposent. Je vais vouloir laisser du temps à ma collègue, mais j'ai une question très courte, puis votre réponse va être extrêmement importante quant à la portée et quant à la compréhension qu'on aura. J'ai cité le cas de deux femmes, une orthopédiste et une psychoéducatrice qui portaient le hijab, le voile sur les cheveux. Pour vous, est-ce que oui ou non, toutes celles qui portent le voile sur les cheveux, le hijab, comme elles, sont des victimes d'un manque de respect d'égalité homme-femme, le font parce qu'elles sont oppressées et que ça ne relève pas de leur propre choix propre à elles. Est-ce que oui ou non, vous le concevez? Oui, on le conçoit de cette façon. Le voile, c'est un symbole qui exprime une inégalité entre les hommes et les femmes. Pour vous, toute femme qui porte le voile est opprimée? Non, j'ai dit l'idéologie qui véhicule ça, elle instrumentalise ce symbole-là pour s'exprimer de cette façon.
de cette façon. Donc il faut faire nuance parce que c'est possible qu'il y a des femmes qui ne sont pas des militantes, mais l'idéologie avec laquelle, qui symbolise, il symbolise une idéologie qui est basée sur l'inégalité homme et femme. Et ensuite, par rapport à ça, pourquoi vous refusez la laïcité pour les musulmans et les musulmanes? C'est un signe religieux comme un autre, il doit quitter les institutions de l'État. Donc, pour nous, interdire d'une façon universelle tous les signes religieux, y compris le voile, fait partie, si les femmes qui disent qu'il fait partie des signes religieux, il doit, en quelque sorte, être interdit dans l'espace d'État. Uniquement par rapport à voile, il y a une différence entre militantes islamistes qui portent le voile par conviction et des femmes opprimées. Il y a aussi parce que l'islam politique, il est convaincu d'islamiser, parce qu'il y a des musulmans, il y a des islamistes qui sont venus uniquement au Québec pour islamiser la société. Demain, ces gens-là, ils pensent même à faire du Québec un État islamiste. Dans leur pensée, c'est ça. Donc il faut distinguer entre les femmes qui militent pour un projet de société rétrograde et des femmes qui subissent ce dictat islamiste. Mais il y avait peut-être du temps pour une dernière question pour la députée de Bourassa-Sauvé. Il reste 1 minute environ, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre mémoire. Et je suis très inquiet en vous entendant. Et vous pouvez croire que moi, je suis pour l'égalité femmes-hommes et j'ai toujours milité pour ça. Mais on parle beaucoup de islamisme politique, etc. Mais vous savez que cette charte des valeurs touche aussi les juifs, les sikhs, les chrétiens, etc. Jusqu'à date, ces gens-là, par exemple, vous êtes allé à l'hôpital juif, vous avez des médecins avec des kippas, la charte va interdire à ces médecins de ne plus porter le kippa. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Première question. Deuxième question, vous prenez un peu la laïcité à la française au lieu qu'à l'américaine, et je vous demande, est-ce qu'on n'est pas mieux au Québec qu'en France et qu'il y a plus de problèmes d'intégrisme et d'intégration là qu'ici? Mais il n'y a pas de temps pour l'arrêt, malheureusement. Parce que je suis le gardien du temps, et je dois aller du côté de la députée de Montarville pour un temps de 4 minutes et demie, Madame la députée, à peu près. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs. Je suis ravie de vous revoir, de vous voir ici aujourd'hui. Vraiment contente que vous ayez pu déposer ce mémoire. Triste d'apprendre que les femmes musulmanes laïques ne sont pas ici parce qu'elles ont peur. Ça m'attriste vraiment. Vous dites dans votre mémoire à la page 6, les Québécois de souche finissent par mettre dans le même panier tous les immigrants, surtout ceux qui sont issus de la culture musulmane. Votre témoignage ici vient nous dire, attention, il y a une différence à faire. Et c'est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureuse de vous entendre, parce que vous avez vécu dans les pays maghrébins. Il y a cette barrière de la langue que nous ne parlons pas arabe, nous ne comprenons pas ce qui se dit nécessairement. Nous n'allons pas dans les mosquées, vous y allez. Alors j'aimerais que vous me parliez de votre expérience québécoise, parce que vous avez quitté les pays du Maghreb pour des raisons qui sont propres à vous. Vous arrivez ici. Qu'est-ce que vous voyez et quel est le message surtout que vous voulez livrer aux Québécois? Je vais raconter peut-être mon histoire. Au départ, avant mon arrivée au Québec, le premier choc que j'ai vécu, c'était en Tunisie, quand une femme voilée, avant de passer l'entrevue de sélection en Tunisie, elle a enlevé son voile. Ça, c'est la première question, le premier choc. Le deuxième choc, quand je suis arrivé à l'aéroport Trudeau, c'était ma première... j'ai mis les pieds au Québec et je vois que, par exemple, un douanier qui laisse passer une femme avec un voile intégral et qu'il me demande d'identifier ma femme. Ensuite, je lui ai répondu à ce douanier, si vous voulez vraiment identifier ma femme, vous demandez à cette femme qui est passée, qui a mis un voile intégral, d'enlever son voile. Une fois qu'il va enlever son voile, vous allez identifier ma femme. La troisième, c'est ce qu'on fait maintenant actuellement. Je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour mes enfants. Je veux que mes enfants grandissent dans un pays de paix. Je veux que mes enfants deviennent des Québécois, pas des indigènes.
Je veux à ce que mes enfants ne vivent pas cette pression qu'on subit actuellement. Il faut savoir que le troisième choc, c'est que quand mon enfant a été à l'école, il y avait une Québécoise de souche, c'était son enseignante, qui ne lui a pas donné sa part de yogourt. Ça fait ensuite, mon enfant, à son arrivée à la maison, il a dit à ma femme que on m'a pas remis ma part de yogourt. Il était frustré. Ensuite, je me suis déplacé à l'école primaire. Et quand je suis arrivé à l'école primaire, j'ai demandé après l'enseignante. Il m'a dit, monsieur, je crois que vous êtes musulman. Je lui ai dit oui. Il m'a dit que dans le yogourt, il y a de la gélatine. C'est pour ça que je ne l'ai pas donné à votre enfant. Demandez. Oui, exactement. Donc, il y a un certain profilage. C'est ça. Donc, c'est ça la chose que les Québécois n'arrivent pas à comprendre. Donc, nous, on est double victime. Victime de l'islam politique, victime du multiculturalisme, victime des Québécois qui nous considèrent qui nous mettent sur le même pied d'égalité avec les islamistes. Parce que, actuellement, le seul discours qui se développe au sein du Québec, c'est un discours islamiste. Voilà. Alors, on a besoin d'être informé encore. Il faut vraiment comprendre, il faut être informé aussi sur cette réalité. Vous vouliez poursuivre? J'ajoute par rapport à ça, par exemple, ce qui m'a choqué moi aussi, la campagne de francisation. On a parlé, par exemple, on a montré des Asiatiques dire je vais parler français, des Africains, etc., etc. Lorsqu'ils ont arrivé à parler des gens issus du Maghreb, ils ont montré une femme voilée. Les autres, on ne sait même pas à quelle religion ils appartiennent. Par contre, celles qui appartiennent à notre communauté, on l'a identifiée automatiquement par le cliché de femme voilée. Et ce cliché-là renvoie à le new orientalisme qui est vraiment ici aux Amériques, qui fait des racines. Donc c'est ce new orientalisme-là qui ne voit qu'à travers la religion. Et c'est pour ça qu'on a vu même des politiciens y aller dans des mosquées. Malheureusement, je dois vous arrêter encore une fois. Je dois aller du côté. Et pour la dernière partie des échanges, le député de Blainville pour le même temps, 4 minutes et 30 quelques secondes. Allez-y, monsieur le député. Merci, monsieur le président. Je vais faire un petit aparté, peut-être une exception à nos règles. Au nom de mes collègues et à mon nom, je voudrais vous souhaiter un bon anniversaire, monsieur le président. Oui, c'est vrai. Et voilà. Ben voilà. Je sais. Messieurs, merci d'être là. Je vais continuer un peu sur la lancée. Je trouve intéressant, vous êtes des gens, évidemment, qui ont vécu là, cette immigration, qui a fait le choix de venir vous installer, d'adopter, de devenir des Québécois à part entière. Je voudrais juste avoir votre interprétation à vous, votre opinion. Il y a des gens qui viennent nous dire ici que si on adopte une charte comme celle-ci, on va nuire à l'immigration. On va faire en sorte que des gens vont refuser de venir ici. On va même peut-être faire en sorte que des gens quittent le Québec parce que on va se priver de talent. Ma question a 2 volets. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va vraiment nuire à l'immigration? Et je voudrais savoir aussi, est-ce que à l'extérieur du Québec, les valeurs québécoises qui sont celles qui sont affirmées dans la charte, égalité homme-femme, laïcité, est-ce qu'elles sont bien véhiculées? Est-ce que les gens comprennent bien ce qui arrive? C'est un peu votre expérience, je voudrais savoir de ce côté-là. Par rapport à la charte des valeurs, on était en quelque sorte, nous, on ne voulait pas que ce soit une charte des valeurs. C'est une charte de la laïcité. En plus, ce n'est pas des valeurs québécoises, c'est des valeurs universelles. Donc, on partage ces valeurs-là, la laïcité, la neutralité de l'État, l'égalité homme-femme, la liberté religieuse, la liberté de conscience. Ça, c'est des valeurs universelles. Maintenant, n'appartiennent plus à l'Occident. Parce qu'il y a des gens qui meurent dans les pays de l'Orient et des pays du Sud pour ces mêmes valeurs. Donc, ça n'appartient plus à l'Occident. C'est pour ça que j'utilise un concept qui appartient à George Corn, qui dit il faut laïciser la laïcité. C'est enlever la dimension chrétienne à la laïcité. Donc la laïcité, elle n'est pas chrétienne, la laïcité, c'est une invention de la raison humaine, et la raison humaine, elle n'est pas la chasse gardée des Occidentaux, elle est partagée, c'est la chose la mieux partagée entre les êtres humains. Donc, alors, sur le point de vue de l'immigration, est-ce que vous pensez que ça va ralentir l'immigration, que ça va empêcher des gens de venir? On essaie de dramatiser la situation. C'est la même chose qu'on a fait en France. En France, avant que la France applique le voile,
on a dit que les femmes, plutôt les filles musulmanes, vont pas y aller dans les écoles publiques. C'est ça l'argument. Une fois appliqué, il y avait que, je pense, une soixantaine de filles musulmanes qui ne s'est pas présentées. Après un mois, on a vu le chef ici érythrécien, il est devenu que 3 filles qui ont été instrumentalisées par leurs parents. Donc, cet épouvantail, ce drapeau qu'on dit que ça va nuire au Québec, ça va nuire à l'image du Québec, je pense que le Québec a vécu la Révolution tranquille. C'est grâce à la Révolution tranquille qu'on est là. Si demain on remet en cause ces valeurs de la Révolution tranquille, c'est tout à fait normal qu'on va se sentir aussi, on va se sentir gêné. Donc, il faut acheminer cette Révolution tranquille. Il faut la protéger. C'est ça l'objectif. Et par rapport à ça, nous, on dénonce le préjugé qui est derrière. C'est ça. Ça veut dire ils pensent que tous les musulmans sont des intégristes au point qu'ils sont prêts à quitter leur emploi pour une soi-disant exigence qui n'est pas vraiment religieuse. Donc, vous supposez que toute la communauté musulmane, en quelque sorte, elle est dans le Coran islamiste. Là, c'est très dangereux. Non pour vous les Québécois, parce que c'est dangereux pour la communauté de l'intérieur, parce que la pression, c'est nous qui la subissons. Vous la subissez pas de la même façon, ou vous la subissez pas du tout, parce que vous, en quelque sorte, avec ce multiculturalisme, vous êtes en train de créer une inégalité internationale, une inégalité entre l'Orient et l'Occident, au sein de l'Occident lui-même. Vous êtes en train de créer, en quelque sorte, un Sud à l'intérieur du Nord, et un Orient à l'intérieur de l'Occident, et ça c'est dangereux pour notre communauté, parce que vous, ça va satisfaire en quelque sorte votre curiosité culturelle. Au lieu de voyager des kilomètres et des kilomètres pour voir l'Orient, vous allez le voir à Jean-Talon et ici seulement. Alors ceci met fin au temps qui nous était imparti pour ce bloc-là. Là, je vous remercie beaucoup pour votre présentation, le temps que vous avez pris pour préparer le mémoire et vous déplacer pour le présenter. Je vais suspendre quelques moments afin de permettre à M. Sébastien Lévesque de venir reprendre place pour le prochain intervenant. Alors, on suspend quelques instants.